cette auguste assemblée. À cet effet, je prends la parole humble face à l'immensité de la tâche à accomplir. À travers votre institution, je partage avec les 18 millions de Sénégalaises et Sénégalais vivant dans les villes, dans les campagnes et de la diaspora, la politique générale du gouvernement pour les 5 prochaines années, adossée à une doctrine et des principes de rupture systémique pour les 25 prochaines années. En cette année 2024, les Sénégalais ont montré à 2 reprises à la face du monde que nous sommes un grand peuple, une grande démocratie. Beaucoup ont douté, mais les Sénégalais dans leur majorité ne l'ont jamais fait. Nous avons regardé l'avenir parce qu'il était synonyme d'espoir. Nous avons affronté les épreuves pour avancer. Avancer pour ne jamais sombrer. Notre nation ne s'est pas laissée perdre par le doute, parce que nous sommes un grand peuple animé d'une foi inébranlable et poursuivant un but commun par l'apport de tous. Et ce but, c'est la construction d'un grand pays qui compte dans le concert des nations. Alors, n'ayons pas peur de questionner nos certitudes. N'ayons pas surtout peur du changement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le 2 avril 2024, le Sénégal est en train de plein pied, grâce à la résilience de son peuple et à la détermination de sa jeunesse, dans une ère nouvelle de son histoire, l'ère d'une ambition restaurée, à la fois nationale et africaine, l'ère d'un projet commun taillé à la juste mesure des aspirations de notre peuple tout entier, l'ère enfin de la poursuite sincère d'une prospérité partagée par tous, loin des ressources pour quelques-uns. Cette ère nouvelle est une rupture, oui, en phase avec les orientations et l'exemple posé par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il est choix à toute la nation sénégalaise de rompre de manière ferme et résolue avec certaines façons de penser et de voir notre cher pays, ainsi qu'un bon nombre de pratiques établies. Cela va sans dire. Cette rupture impérieuse s'applique au premier chef au gouvernement d'alternative démocratique éclatante dont j'ai l'honneur et le redoutable privilège d'être le Premier ministre. Je viens dès lors partager avec vous les principes, l'ambition et les orientations stratégiques du nouveau gouvernement, afin que nul n'ignore ce que nous voulons faire pour le Sénégal et comment nous le ferons. Le peuple sénégalais a voté de façon nette et massive pour le projet d'un Sénégal souverain, juste et prospère. Pour bâtir ce Sénégal du projet, il est impératif d'opérer une rupture d'une profondeur et d'une portée jamais vue dans notre pays. Jamais vue depuis notre accession à l'indépendance il y a 64 ans. En partant de la courbe plongeante de notre histoire. Le Sénégal d'hier, un pays modèle dans une Afrique conquérante. Partie intégrante des grands empires et royaumes d'Afrique de l'Ouest du XIIe siècle à l'arrivée des premières puissances coloniales. Un pays de résistants, dont les populations ont su maintenir leur dignité, leur culture et leurs principes forts de savoir-être aux heures les plus sombres des razzias et de la colonisation, y compris au prix du sang et du sacrifice anonyme de leur vie. Ce fut le cas lors de ce grave mardi de Nder, où les femmes sénégalaises, par dizaines, ont préféré la mort à l'esclavage et au déshonneur. Ou ce jour tristement célèbre du 1er décembre 1944 à Thiaroye, où des femmes sénégalais, avec leurs frères africains, ont par dizaines préféré la mort à l'injustice et au déshonneur. Le Sénégal des indépendances, un modèle en Afrique de stabilité de ses institutions, la qualité insigne de ses élites politiques, diplomatiques, administratives ou même sociales et culturelles. Et enfin, de façon plus profonde encore, sa mixité, le brassage de ses ethnies et religions et la force de son commun vouloir de vie commune. Le Sénégal d'aujourd'hui, un modèle en panne dans une Afrique sacrifiée, un modèle de développement arrêté. 64 ans après son indépendance, le Sénégal est resté enfermé dans le modèle économique colonial, exportant ses matières premières, or, poissons,
arachide, phosphate, zircon, pétrole et bientôt gaz, avec peu de valeur ajoutée, et important les produits finis. L'énorme déficit de la balance commerciale de l'ordre de 5 300 milliards en 2023, presque 30% du PIB, qui se creuse d'année en année, montre combien notre économie est aujourd'hui peu compétitive. Cela s'est traduit par une croissance trop faible et trop fragile. La croissance annuelle moyenne de 1960 à 2023 a été seulement de 3,1%, face à une population qui a augmenté en moyenne de 2,7% par année. Le revenu réel par habitant n'a jamais décollé et les Sénégalais sont aujourd'hui quasiment au même niveau de revenu qu'au moment de l'indépendance, voire plus pauvres si l'on tient compte de toutes les richesses qui s'expatrient avec les revenus des investissements des groupes étrangers. Cette faible croissance est par ailleurs concentrée sur quelques zones du territoire, notamment le triangle Dakar-Thiès-Mbour. Au final, la triste réalité des chiffres depuis l'indépendance montre que notre pays est enfermé dans un cercle vicieux de sous-développement et de pauvreté, avec des matières premières locales peu valorisées, un secteur privé national qui ne décolle pas, des filières peu compétitives, une croissance structurellement faible et fragile et un territoire national peu aménagé et pauvre. Un modèle social en crise aiguë, avec notamment une jeunesse désabusée, sans perspective dans son propre pays. Chaque année, le nombre d'emplois formels créés est très largement inférieur au nombre de jeunes arrivant sur le marché du travail. Une justice où l'action de quelques-uns a fait perdre la confiance de presque tous. Une école où l'on désapprend bien souvent et où l'on déséduque encore plus. Un modèle démocratique fortement fragilisé qui a su rester debout grâce à la résilience des millions de Sénégalais d'Est en Ouest, du Nord au Sud. Notre peuple, notre précieuse démocratie a vacillé, mais elle a tenu. Dieu merci. Hommage au peuple sénégalais, en particulier à sa jeunesse, pour la lutte qu'il a menée pour préserver ce modèle démocratique, cette force vitale pour la résistance démocratique. Chers jeunes, chers concitoyens, nous devons désormais la mobiliser pour le développement du pays. Toutes ces régressions que je viens d'énumérer de notre pays s'illustrent de la manière la plus dramatique dans la situation que nous avons héritée du régime sortant. Je vais vous faire en quelques lignes l'état des lieux et les mesures immédiates de redressement, puisque le programme ou les projections que je vous ferai plus tard ont déjà démarré depuis 8 mois. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les actes que le Président de la République a posés depuis sa prise de fonction manifestent clairement ce tournant que notre nation se doit de prendre pour restaurer le crédit de l'État et de l'administration publique devant le peuple, ainsi que pour redresser toutes les dérives précitées. En effet, dès sa prise de fonction, il a chargé le gouvernement de mettre en place un plan d'action d'urgence dans l'attente de l'adoption du nouveau référentiel des politiques économiques et sociales. Dans ce cadre, le gouvernement a enregistré d'importantes réalisations au cours de ces 8 derniers mois qui ont balisé le chemin à la vision d'un Sénégal souverain, juste et prospère, ancré dans les valeurs fortes. Nous nous sommes tout d'abord attaqués à la mère des batailles, à savoir l'établissement de la situation de référence des finances publiques, de l'état des lieux des contrats au niveau des secteurs stratégiques et la reddition des comptes. Bref, un Sénégal juste puisque transparent et au meilleur standard de la bonne gouvernance. À cet égard, nous ne pouvions pas nous imaginer un seul instant que le mal était si profond. L'audit des finances publiques sur la période du 1er mars 2019 au 31 mars 2024 est à ce point particulièrement révélateur des dérives du précédent régime, avec notamment les niveaux du déficit budgétaire et de la dette publique minorés. Cette situation a eu notamment comme conséquence la suspension des financements attendus en 2024 du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale et le gel du programme économique et financier appuyé par le FMI. C'est le lieu, une fois de plus, de rendre hommage au président de la République, qui a préféré sacrifier à cet exercice de transparence plutôt que de démarrer son magistère dans le mensonge.
Il nous est également apparu indispensable, dans l'environnement laxiste ayant prévalu durant le dernier régime, de procéder à la revue de tous les contrats signés dans les secteurs stratégiques, en vue de nous assurer de leur conformité à notre législation. Maximiser les retombées économiques et sociales pour notre pays et préserver les ressources pour les générations futures. Outre ces travaux, l'exigence de reddition des comptes a été étendue aux nombreux chantiers payés non achevés, les hôpitaux, les écoles et universités en construction, les maisons de la jeunesse, et j'en passe. Aux soupçons de corruption, de surfacturation et de tournement de fonds dans des projets et sociétés d'État. Toujours dans ce registre, il a été procédé à l'audit des ressources humaines, trouvées sur place par les différents ministres à leur prise de fonction pour traquer tous les recrutements indus sous la forme de personnel contractuel. Pour donner une idée de l'ampleur des pratiques du régime précédent, le ministère en charge de la fonction publique a recensé environ 29 000 contractuels recrutés en marge de la réglementation en vigueur. De même, pour marquer une rupture nette dans le sens de la bonne gouvernance, le président de la République, le Premier ministre et l'ensemble des membres du gouvernement ont procédé à la déclaration de patrimoine dans les délais fixés. Enfin, de graves scandales ont été décelés dans la gestion foncière, qu'il s'agisse de l'occupation du domaine public maritime ou de l'accaparement de terres sans commune mesure par des privés et des sociétés civiles immobilières écrans, au niveau des lotissements des zones foncières, effectuées notamment à Dakar, à Thiès, en particulier à Mbourkat. De manière plus grave et répréhensible, il est à noter de la prévarication et de la privatisation. Une des réalisations majeures dans ce domaine au cours des 8 derniers mois a été l'organisation des assises de la justice avec la participation inclusive des citoyens. Les autres réalisations ou initiatives lancées ont trait à la protection des lanceurs d'alerte, la modernisation de l'administration pénitentiaire et la prise en charge judiciaire des dossiers des victimes de la période préélectorale. À cet effet, en plus de l'inscription budgétaire de crédits destinés aux victimes, il sera proposé à votre auguste Assemblée, dans les semaines à venir, un projet de loi rapportant la loi d'amnistie votée le 6 mars 2024 par la précédente législature. Pour que toute la lumière soit enfin faite et les responsabilités établies, de quelque bord qu'elles se situent. Il ne s'agit pas ici de chasse aux sorcières, encore moins de vengeance, car aucun sentiment de revanche ne nous anime. Loin de là, il s'agit simplement de justice, pilier sans lequel aucune paix sociale ne peut être garantie. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la vision d'un Sénégal souverain a été prise en charge dès la formation du gouvernement, avec notamment l'exigence de défendre en tout premier lieu les intérêts du Sénégal et de ne plus jamais nous laisser dicter notre conduite dans la gestion des affaires publiques et la défense du citoyen sénégalais. Il en est pour preuve les positions ouvertement affichées par M. le Président de la République dans les instances internationales, que ce soit à la tribune des Nations Unies, au Forum mondial pour la souveraineté et l'innovation vaccinale, au sommet des Jeux olympiques du développement durable, aux réunions de l'Organisation de la coopération islamique. Nous militons pour un rééquilibrage de la gouvernance mondiale et le respect des valeurs universelles de paix et de droits de l'homme, en particulier la fin du génocide à Gaza et la reconnaissance des droits inaliénables du peuple palestinien. Au demeurant, au plan interne, la célébration du 80e anniversaire du massacre des tirailleurs sénégalais à Thiaroye, le 1er décembre 1944, a été l'occasion d'affirmer notre exigence de souveraineté dans le rétablissement des faits, tronqués, maquillés et cachés depuis 80 ans. Le non-renouvellement à l'expiration de son délai, le 17 novembre 2024, les accords de pêche qui lient le Sénégal et l'Union européenne marquent également notre volonté unilatérale de défendre les intérêts de notre pêche artisanale, de notre armement national et de notre industrie locale de pêche. Concernant la souveraineté monétaire de l'Union monétaire ouest-africaine, notre gouvernement a eu des échanges avec la BCEAO sur l'état et les perspectives de mise en œuvre de la réforme du fonds CFA. S'agissant de la souveraineté en matière de défense, le président de la République a annoncé la fermeture prochaine des bases militaires étrangères au Sénégal. De toutes les bases militaires
au Sénégal. Enfin, pour ce qui est de la politique étrangère du Sénégal, les nouvelles bases ont été jetées, à savoir le retour à l'orthodoxie dans la représentation diplomatique sénégalaise à l'étranger, avec l'accréditation de diplomates de carrière ainsi que le focus mis sur le renforcement des liens de coopération avec les pays africains. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le renouveau du Sénégal au plan intérieur et extérieur ne peut réussir sans une administration publique efficace et dotée d'éthique et de déontologie, ainsi que des sociétés publiques et parapubliques régies par une stricte gouvernance financière. Cela a été martelé par le Président de la République et suivi d'action. À l'issue du premier Conseil des ministres, avec sa lettre du 8 avril 2024, transmise individuellement à chaque agent de l'État pour les inviter à la droiture, la probité et l'exemplarité, toujours au travers des principes du Jubal et du Jubbanti. Nous avons écouté et compris, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, la demande citoyenne pour une meilleure gouvernance du pays. Mais nous avons également accordé une priorité au cours des 8 derniers mois à la demande sociale des Sénégalais qui veulent une meilleure qualité de vie. À cet égard, nous nous sommes attaqués à la vie chère en mettant en place, dès le mois de juin 2024, dans un contexte de finances publiques en détresse, des mesures de réduction des prix de denrées de première nécessité. Concernant le coût du carburant et de l'électricité, les mesures utiles ont été prises pour le rétablissement de l'orthodoxie dans la passation des marchés d'approvisionnement en hydrocarbures et la diversification de leurs sources. S'agissant du cadre de vie des Sénégalais, notre gouvernement a eu engagé depuis le mois d'avril de fortes initiatives pour la gestion des inondations et les crues, pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés. Pour le fonctionnement régulier du ramassage des ordures par l'appurement des arriérés de paiement dus par la SONAGED aux concessionnaires et pour l'organisation mensuelle d'une journée Setal Suñu Réew, s'agissant en particulier de la gestion des inondations et des crues. Des sommes conséquentes ont été dégagées pour faire face, nous amenant à demander un audit du programme décennal de gestion des inondations et du programme d'assainissement des 10 villes qui ont englouti respectivement 285 milliards de francs CFA et 77 milliards de francs CFA sans résultat tangible. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, dans le domaine de l'équité sociale, préoccupation prioritaire pour le gouvernement, nous nous sommes attelés à gérer l'impact des contraintes de finances publiques sur le paiement des bourses de sécurité familiale, avec l'appurement des arriérés prévus au cours du premier trimestre 2025. L'équité sociale s'est également manifestée sur tout le territoire national à chaque fois que des catastrophes naturelles ou des accidents sont remarqués par des appuis financiers et en nature, notamment à la suite des inondations, des crues des fleuves Sénégal et Gambie, des accidents routiers et j'en passe. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, mon gouvernement a pris résolument en charge un maillon essentiel de notre développement économique et social au cours des 8 derniers mois, à savoir le capital humain, en particulier le secteur de l'éducation et de la formation. 2 conseils interministériels ont été consacrés à la préparation des examens au concours ainsi qu'à la rentrée scolaire. D'importantes décisions ont été prises à l'issue de ces conseils, parmi lesquelles la résorption du déficit d'enseignants, l'élimination progressive des abris provisoires, la prise en charge de la problématique du défaut de pièces d'état civil des élèves, le paiement des primes et indemnités d'examen. Mon gouvernement se préoccupe fortement des taux d'échec élevés du CFE, 34,5%, au BFM, 26% et au baccalauréat, 49,5%. Cela signifie qu'une proportion significative de nos enfants quittent l'école sans diplôme correspondant à leur cycle scolaire. Nous devons y remédier. Dans le domaine de l'enseignement supérieur, le défi majeur en cours de prise en charge est la transformation systématique du secteur avec la mise en place imminente d'un comité de pilotage chargé de proposer au Président de la République des mesures pertinentes. À cette fin, d'ores et déjà,
Les actions requises pour le rétablissement du calendrier universitaire et la pacification de l'espace universitaire ont été engagées. Les actions en direction de la jeunesse et de la promotion de la citoyenneté n'ont pas été en reste depuis avril 2024 avec l'organisation des vacances agricoles, le repositionnement du service civique et des volontariats au niveau de la primature pour plus d'impact et la systématisation du concept Armée-Nation dans tous les domaines d'activité appropriés. Dans le domaine du sport, nous avons soutenu de l'accueil dans les services hospitaliers, ainsi que de passer en revue le programme de construction d'hôpitaux qui souffre de beaucoup d'actes de mauvaise gestion et particulièrement de surfacturation énorme. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, notre gouvernement s'est appesanti également au cours de ces 8 derniers mois sur les problématiques d'approvisionnement en eau potable, les questions environnementales et les infrastructures de transport. Concernant l'approvisionnement en eau potable, nous avons fermement engagé la résolution des insuffisances dans la gestion de l'hydraulique rurale et urbaine avec notamment des directives pour mettre un terme aux incongruences caractérisées de la traversée de zones rurales non desservies en eau potable par des canalisations d'eau destinées aux villes. Dans le domaine de l'environnement, mon gouvernement a pris des mesures fortes avec la suspension jusqu'au 30 juin 2027 des activités minières autour de la rive gauche du fleuve de la Falémé sur un rayon de 500 mètres. Dans le domaine des infrastructures physiques, mon gouvernement a réalisé un état des lieux des programmes et projets de construction d'infrastructures routières, portuaires et aéroportuaires. Cet état des lieux a révélé certaines dérives et des intérêts sacrifiés de l'État du Sénégal. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, tous ces rappels m'ont paru utiles pour prendre la mesure des immenses défis déjà relevés par le gouvernement en si peu de temps, mais aussi les obstacles majeurs à franchir pour un Sénégal prospère. Au cours de ces 8 mois, le principal handicap auquel a été confronté mon gouvernement est l'héritage de la gestion d'un pays au milieu du gué, à l'image d'un bateau à bout de carburant dans une mer agitée. Jamais dans l'histoire du Sénégal, un pouvoir n'a été transmis dans cet état. Il nous fallait à la fois déconstruire les mauvais choix, attelage et agencement, redresser les manquements et choix malencontreux et construire les fondations du nouveau projet. Ardue fut la tâche, ardue est toujours la tâche, ardue sera encore la tâche dans un contexte de fortes attentes de l'ensemble des agents économiques et des partenaires. Notre gouvernement a donc pris le pari de la transparence et de l'arbitrage entre les besoins multiformes et complexes. Nous avons ainsi procédé à l'appurement des arrêts de paiement sur les engagements de l'État autour des 3 précédentes campagnes agricoles, 73 milliards de francs CFA. Et sur les autres engagements de dettes intérieures, nous avons soutenu les entreprises publiques en difficulté dans l'attente de leur restructuration. Dakar Demdik, Air Sénégal, La Poste, SAPCO, etc. Nous avons aussi soutenu la campagne de production agricole 2024 en intrant subvention de 120 milliards. Nous avons également procédé en rapport avec les acteurs, notamment la SENIA, au relèvement du prix plancher d'achat des arachides pour le porter de 280 francs l'année dernière à 350 francs le kilogramme cette année. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorable député, nous voilà à quelques encablures de la clôture de l'exercice budgétaire 2024, avec une loi de finances rectificative de vérité et de transparence, gage de notre engagement de dire toujours la vérité à notre peuple, rien que la vérité et toute la vérité. Nous n'avons pas pu tout faire, nous n'avons pas pu tout satisfaire tout un chacun malgré notre extrême conscience de l'impact sur les opérateurs économiques qui ont eu à contracter avec l'État avant l'arrivée au pouvoir de notre régime. Certains d'entre eux sont malheureusement, à tout le moins, co-auteurs avec l'État des dérives constatées, en acceptant d'exécuter des marchés par anticipation et quelquefois sans contrat. Nous évaluerons la situation de chacun et procéderons au paiement selon les moyens de l'État durant l'année 2025. Nous avons également lancé les audits fiscaux pour lutter contre la fraude fiscale et l'évitement fiscal. Cet exercice de construction, cet exercice de déconstruction, redressement et construction nécessite un dialogue social fécond. Dans ce cadre, sur les directives du Président de la République,
Nous avons établi une situation de référence des revendications sociales que nous traiterons dès le début de l'année 2025, au travers de rencontres avec les organisations syndicales. Le maître mot sera un exercice de vérité et de responsabilité, en s'accordant sur ce qui est réaliste et supportable par l'État, de ce qui est hors de la portée des moyens publics, et donc à se surseoir jusqu'à meilleure fortune. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, ça fait longtemps que j'ai été absent de l'Assemblée, et ça, chaque minute, je siège à... Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, ces 8 derniers mois ont été également consacrés à un Sénégal ancré dans des valeurs fortes, qu'elles soient culturelles ou religieuses. Dans le domaine de la culture, nous avons renforcé les acquis culturels et engagé des réflexions pour le renouveau culturel du pays. Nous avons également répondu à une vieille doléance des artistes en adoptant en octobre 2024 un décret sur la rémunération de la copie privée. Nous avons aussi préservé, en l'achetant, la bibliothèque de l'ancien président Léopold Sédar Senghor qui avait été mise aux enchères. Dans le domaine religieux, nous avons créé une direction des affaires religieuses et de l'insertion des diplômés en langue arabe. Nous avons également assuré le soutien habituel aux principales manifestations des confréries religieuses musulmanes et de l'Église catholique. Nous avons continué de magnifier la belle communion des différentes composantes religieuses de la nation dans la tolérance et le respect mutuel. Enfin, dans le domaine de la presse, mon gouvernement a procédé à la restructuration du secteur des médias avec le retour à l'orthodoxie en matière de déclaration d'activité et le respect des préconisations légales et réglementaires. Ces constats et ce bilan d'étape non exhaustif, j'ai essayé de vous en épargner puisqu'il était beaucoup plus long, nous amènent à constater l'exigence de poser des ruptures fortes. Des ruptures à poser, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés. L'état des lieux dressé sur ce dossier est particulièrement grave. Notre ambition de mettre le Sénégal sur une nouvelle trajectoire n'est pas compatible avec ces méthodes du passé. Là-dessus, nous avons reçu du peuple sénégalais un mandat clair, la rupture. Un changement profond de paradigme dans les politiques publiques s'impose, aussi bien dans le contenu que dans la méthode. Dans ce cadre, notre gouvernement a opté pour 7 ruptures majeures, dont les premières applications se sont traduites depuis le mois d'avril 2024 par des avancées concrètes et des réalisations tangibles. La première rupture, c'est le retour de l'ambition. C'est le retour de l'ambition. Nous sommes capables de nous développer et nous le ferons par nous-mêmes. L'histoire sur les 2 derniers siècles ferait d'exemples de nations qui ont su en une à 2 générations passer de la pauvreté absolue au développement, ou du tiers au premier monde, pour citer l'ancien Premier ministre de Singapour, Lee Kuan Yew. Voilà l'ambition que nous avons pour notre pays. Pour cela, nous devons commencer par nous regarder autrement, pour croire en nous-mêmes. 3 siècles de traite, d'asservissement et de dépendance ont sournoisement diffusé un complexe du colonisé. Nous devons en sortir et inculquer à nos enfants une culture de fierté et d'ambition. Nous devons en outre sortir de la défiance mutuelle et voir l'avenir en confiance. Nous devons avoir une confiance paisible, mais inébranlable, en nous-mêmes et au génie de notre peuple. Confiance en nos compétences locales pour penser notre développement. Confiance en notre secteur privé national, dans le cadre d'un patriotisme économique réfléchi, stratégique et assumé, pour valoriser pleinement nos ressources locales et développer des moteurs de croissance endogènes et compétitifs. La seconde rupture est celle du passage d'une logique d'urgence et de saupoudrage à court terme à une logique de vision et de planification à long terme. Si nous voulons être développés dans 1 à 2 générations, c'est maintenant qu'il faut définir ce que nous voulons devenir et commencer pas à pas, mandat après mandat, à poser les briques successives vers ce Sénégal de demain. Nos classes politiques ont pris l'habitude de faire miroiter des miracles d'ici la prochaine élection. Comme nous avons des élections tous les 2 à 5 ans, la vision et l'action sont focalisées sur le court terme et les trésors de ressources financières, humaines et de temps mobilisés de façon non coordonnée dans la recherche d'effets spectaculaires du jour au lendemain.
nous ont fatalement retombé, tel Sisyphe, au pied de la montagne, avec notre fardeau toujours plus lourd et nos forces toujours moins vives, de la vanité de nos efforts. Dès lors, en lieu et place d'une vision ambitieuse, construite progressivement et méthodiquement, nous voyons une ribambelle de projets, d'urgences parfois douteuses, qui poussent comme des champignons et évoluent au fil de l'actualité et des inaugurations sur catalogue. Au final, l'action publique se résume essentiellement à du saupoudrage. Elle mobilise le temps et l'énergie de nombreux acteurs. Elle coûte cher, mais a peu d'impact. Les citoyens n'en sont pas dupes. Au demeurant, même si les leviers d'action contre cette gabegie leur manquent, ne nous y trompons pas. En votant massivement pour le projet, c'est bien cette culture politicienne du saupoudrage de courte vie que les Sénégalais ont rejetée avec fracas. Ils savent que rien de solide pour leur avenir et l'avenir de leurs enfants ne se fera sans une vision ambitieuse, une planification sérieuse et une exécution rigoureuse. Ainsi, une rupture avec cette culture. Notre gouvernement définira de façon précise le Sénégal que nous voulons pour demain, non pas en nous confinant à 2 ans, 5 ans ou la prochaine élection, mais armés d'une vision à 25 ans qui nous permette de nous attaquer de façon résolue aux batailles prioritaires pour sa mise en œuvre. Par ce moyen seulement, nous pourrons adopter des réponses sérieuses et durables aux aspirations des Sénégalais, en finalisant certaines et en initiant d'autres en passant le témoin de génération en génération, en nous étant assurés que des fondements solides sont en place et les jalons posés. Pour chacune de ces batailles, notre gouvernement communiquera de façon honnête, transparente et responsable avec les citoyens. L'obsession de la prochaine élection, les pressions politiques du moment ne doivent pas dévier les actions sur le court terme et produire des effets détournés dans la conduite de politique et de décisions qui exigent une vision à long terme. C'est maintenant qu'il faut redonner au plan son rôle et sa dimension diaïste au sens du président Mamadou Dia. Ainsi, l'agenda national de transformation, désormais unique référentiel de nos politiques publiques, élaboré en seulement 6 mois, entièrement par des compétences nationales, sera opérationnalisé à travers un master plan de 10 ans qui déterminera les choix de politique sectorielle et un plan d'action quinquennal qui encadrera rigoureusement la programmation et l'exécution budgétaire. La troisième rupture est celle d'une logique de dépense à une logique de résultat. Le sentiment largement diffusé aujourd'hui, c'est que l'impact d'une activité se mesure au montant dépensé. Il y a toujours des inondations. Pourtant, nous avons dépensé des milliards. L'agriculture sénégalaise va mal, mais non. Regardez tout ce qu'on a dépensé en subventions et en machines. Cette culture apparaît dans toute l'ironie de sa splendeur lorsqu'on présente un budget de 7 000 milliards comme une prouesse. Ce qui compte, ce n'est pas de dépenser des milliards, c'est de bien dépenser ces milliards. Pour changer dans les faits et pour le mieux la vie de chaque Sénégalais. Ainsi, notre gouvernement travaillera à réorienter notre administration vers une culture de résultats. Notre priorité, ce ne sera plus combien de milliards ont été dépensés, mais bien l'impact relatif de chaque franc dépensé. Nous allons bâtir un État sénégalais capable, avec moins, de faire mieux. Du reste, cette logique du résultat et de l'impact ne sera pas seulement valable pour les dépenses issues de nos ressources publiques, elle le sera tout autant pour les ressources issues de nos partenaires au développement. À cet effet, nous avons commencé à mettre en place un nouveau dispositif d'identification et de sélection des investissements publics, en évitant d'engager des opérations d'investissement que le secteur privé pourrait et devrait réaliser. Dans cette perspective, la politique de partenariat de type public-privé sera repensée pour corriger les déséquilibres et imperfections constatés au cours de la dernière décennie. Une attention particulière sera apportée aux coûts unitaires en redéfinissant la politique de commande publique et en retenant partout des prix de référence. La qualité des ouvrages et les délais de livraison de la commande publique deviendront des normes que tout contractant devra respecter. Par-dessus tout, la transparence devra être de rigueur dans le choix des entreprises contractantes qui devront remplir toutes les exigences de qualification
et d'expérience requise. La quatrième rupture est celle d'une logique de gestion partisane à une logique de participation citoyenne. Notre ambition pour le Sénégal ne peut réussir sans une adhésion durable des populations et sans la participation de tous à la construction commune d'un Sénégal nouveau. En votant pour le projet, les Sénégalais ont également rejeté cette façon de faire de la politique, où l'on proclame la main dans le cœur, la main sur le cœur, que la patrie viendra avant le parti, et où chaque acte posé démontre le contraire. Nous ne voulons plus d'une gestion du pays qui se résume à la gestion partisane d'une clientèle politique. Nous ne voulons plus d'un pays où les richesses sont accaparées par un clan. Nous voulons, au contraire, un pays où les ressources du pays sont gérées au profit de tous et où le mérite est plus important que l'appartenance familiale, ethnique ou politique. La cinquième rupture consacre le passage d'une gestion centralisée à outrance à une logique de gestion déconcentrée, une logique, disons, territorialisée. En effet, notre ambition pour le Sénégal ne pourra être réalisée sans une gestion plus proche des territoires. Faire reculer le centralisme au profit de la gestion de proximité. Notre action sera dès lors de procéder à de profondes réformes en matière de décentralisation, de fiscalité et de gestion budgétaire, entre autres, afin de libérer le potentiel de nos territoires. Au sein de ces pôles, les villes épicentres seront au cœur de la nouvelle stratégie. Elles bénéficieront d'investissements conséquents en matière d'eau et d'assainissement, d'électrification, de gestion des déchets, d'infrastructures de transport et numérique, et j'en passe. Dans la même foulée, la décentralisation sera approfondie en renforçant les compétences, les capacités et les moyens financiers des collectivités territoriales. La charte de la déconcentration sera intégralement mise en œuvre afin de rapprocher l'administration des usagers du service public. La sixième rupture consiste à bannir la logique d'accaparement au profit d'une minorité, au profit d'une logique d'équité et de justice. La reddition des comptes, puisque c'est de là qu'il s'agit, ne doit plus être perçue comme une exception aux règles de gestion de la chose publique, mais plutôt comme un principe de transparence et une exigence de gouvernance. Nous nous inscrirons dans ce cadre aussi bien pour l'audit de l'utilisation des fonds publics antérieurement à notre arrivée au pouvoir que pour la gestion des affaires publiques durant les années de notre gouvernance. L'État veillera à ce que les structures de contrôle et les juridictions compétentes puissent exercer leurs missions respectives conformément aux lois et règlements, mais également en application des principes de la séparation des pouvoirs et de la présomption d'innocence. Nous mettrons ainsi en œuvre les conclusions des assises de la justice et en faire l'objet de consensus et poursuivrons les consultations et le dialogue pour bâtir un pacte social durable. Nul ne pourra désormais se prévaloir d'une proximité partisane pour accéder à des faveurs indues ou se protéger de sanctions méritées. Chaque talent national sera promis en ne tenant compte ni de son origine, ni de sa religion, ni de son appartenance partisane. Enfin, la septième rupture implique le passage d'une administration bureaucratique à une administration moderne et performante. L'administration doit être le fer de lance de la conduite du changement auquel nous invite le chef de l'État. Elle sera plus attentive et orientée vers la satisfaction